Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Nous sommes en compagnie de Jean Pisani-Ferry, directeur de l'Institut Bruegel et auteur du Réveil des démons, la crise de l'euro et comment s'en sortir, qui vient de paraître chez Fayard. Comment nous en sortir, qui vient de paraître chez Fayard. François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine et Philippe Lenchener, président de l'agence McCann France. Merci à tous les trois d'être avec nous. Merci. Alors cette semaine, la crise de la dette souveraine a une fois encore dominé l'actualité. Crise de la dette des États-Unis où la commission spéciale composée de républicains et de démocrates a été incapable de trouver un accord sur la manière de faire des économies. Crise de la dette de la zone euro avec ce mini-sommet entre Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et Mario Monti. Ils ont décidé de réformer les traités européens, même si cette rencontre entre le président français, la chancelière et le président du Conseil italien fut surtout révélatrice de leur désaccord. Alors comment sortir de la crise de la zone euro? La Banque centrale européenne doit-elle devenir une super banque comme la Fed ou encore la Banque d'Angleterre? La zone euro va-t-elle évoluer ou craquer? Farah Bouchrak revient sur l'essentiel de l'actualité éco de la semaine. On en débat ensuite. Aux États-Unis, le super comité du Congrès fait un flop. Les 6 élus républicains et les 6 démocrates n'ont pas réussi à trouver un accord pour réduire le déficit du pays. Aucune suppression d'emplois en France. Le patron d'Areva, convoqué en urgence par François Baroin, s'y est engagé. L'État est l'actionnaire majoritaire du groupe qui pâtit des retombées de Fukushima. La Commission européenne présente son projet d'eurobond, des titres de dette garantis en commun par les pays de la zone euro. Mais pour Angela Merkel, c'est toujours non. Quand des pays qui ont affaibli le pacte de stabilité pensent que nos dettes seront communes, que les eurobonds résoudront tous leurs problèmes, moi je dis que ça ne doit pas être ça le futur de l'Europe. L'Allemagne subit d'ailleurs elle aussi la crise. Les investisseurs ont boudé la dernière émission allemande à 10 ans. Sur les 6 milliards d'euros proposés, 35% n'ont pas trouvé preneur. Le triple A de la France est en danger. Après Moody's et Standard & Poor's, c'est au tour de Fitch de donner l'alerte. L'agence craint que la crise de la dette pèse sur le budget français. Angela Merkel, Nicolas Sarkozy et Mario Monti à Strasbourg. Une réunion de plus pour trouver une solution à la crise. Paris et Berlin proposent de modifier les traités, mais pas touche au rôle de la BCE. L'agence Fitch dégrade la note du Portugal. De quoi échauffer un peu plus les indignés du pays. À Lisbonne, la première grève générale en un an est un succès. Des campements insolites devant les magasins, des files d'attente monstrueuses. C'est Black Friday aux États-Unis, le jour des soldes, au lendemain de Thanksgiving. Jean Pisani-Ferry, j'ai envie de revenir sur cette image quand même, qui est tout de même l'image de la semaine. Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et Mario Monti ensemble à Strasbourg. À eux trois, c'est vrai qu'ils représentent 70% du PIB européen. Alors vous dites dans votre livre, l'Europe a toujours fait trop peu et trop tard. Elle a dilapidé son capital de crédibilité. Elle a transformé une crise périphérique en une crise existentielle. Finalement, est-ce qu'on n'en est pas toujours là? Oui, on en est toujours là. Bon, je pense que c'est une bonne chose que l'Italie soit revenue dans le jeu, que le dirigeant italien soit là pour parler des problèmes et pas seulement pour distraire. Même s'il est sous une pression très importante de la France et de l'Allemagne. Il est sous une pression considérable, mais on n'est pas du tout sorti des problèmes. Mario Draghi disait, le gouverneur de la BCE disait la semaine dernière, on a pris des décisions au mois de juillet, elles ne sont toujours pas mises en œuvre. On a quand même eu 2 sommets européens plus un G20 dont il est sorti très peu de choses. On a encore une réunion en décembre. Je crois qu'on attend effectivement de savoir dans quelle direction on va, comment on répond à l'aggravation de la situation qui continue de jour en jour. Ce matin, par exemple, sur la dette italienne, vendredi matin sur la dette italienne, on a eu des émissions qui sont très mal passées, oui, à court terme. Donc la crise sur l'ensemble du marché obligataire continue. Il faudra probablement attendre le 9 décembre pour avoir peut-être une décision, une avancée, parce que... Je ne pense pas qu'on aura une décision, je pense qu'on peut avoir une orientation, c'est-à-dire qu'on peut avoir une déclaration disant voilà dans quelle direction on veut aller. En fait, une responsabilité politique, en fait. Donc ça ne vous surprend pas finalement que ce mini-sommet cette semaine ait accouché d'une souris, Jean Pisani? Non, je pense qu'il s'agissait essentiellement symboliquement de faire rentrer l'Italie dans le jeu. Et donc les décisions, enfin les orientations plus structurelles, elles viendront un peu plus tard.
J'espère. François Asselineau, alors vous êtes inspecteur des finances, homme politique, vous avez créé le parti de l'UPR, l'Union populaire républicaine, et vous dites haut et fort que vous souhaitez que la France non seulement sorte de la zone euro, mais également de l'Union européenne, que c'est possible et que c'est indispensable. Quelle est votre réaction, vous, après ce sommet Angela Merkel, Nicolas Sarkozy et Mario Monti? Oui, vous me permettrez de préciser que ce mouvement politique que j'ai créé il y a maintenant 4 ans et demi a toujours dit la même chose depuis 4 ans et demi, et qu'actuellement nous avons beaucoup de gens qui adhèrent à notre mouvement qui n'est connu essentiellement que par Internet, parce qu'ils se rendent compte que tout ce que nous avons pu dire et proposer se révèle exact. Alors, s'agissant maintenant de ce sommet, c'est le 257e sommet de la dernière chance qui accouche de la 257e souris. C'est ça qui est exact, d'ailleurs. Ce que je voudrais quand même dire d'abord, c'est que quelle est la légitimité de M. Monti pour faire ce qu'il fait? Nous avons eu affaire au cours des dernières semaines à ce que j'appelle des coups d'État en costume-cravate. Coups d'État des marchés, c'est ça que vous Non, voulez des dire? coups d'État. Écoutez, il était question d'un référendum en Grèce. On a supprimé le référendum en Grèce. Monsieur Berlusconi a été prié de partir. Monsieur Monti n'a jamais été élu par personne. Monsieur Monti est quelqu'un qui vient de la Commission européenne. Alors, qui a Monsieur pris Monti, le- vous savez, d'ailleurs, vous savez qui est Monsieur Monsieur... Berlusconi a perdu un vote au Parlement. Dans Oui, la je sais bien. démocratie, normalement, ça se sanctionne et ça s'est sanctionné. Je suis tout à fait d'accord que la Sous il y a une pas certaine pression. Attendez, il n'y a pas plus démocrate que économique. moi, mais quelle est la légitimité de M. Monti, qui n'a été élu par personne, pour venir? Vous me permettrez d'envoyer une petite pique à M. Pisani-Ferry. Vous savez, M. Monti était le président du think tank Notre Europe, dont M. Pisani-Ferry est membre du conseil d'administration. Du think tank Bruegel, dont voilà. je suis directeur. Voilà. Mais justement, c'est pour ça qu'il a rassuré les marchés en Oui, non, arrivant, mais attendez, d'ailleurs. ça veut dire que nous avons affaire en réalité à la prise de pouvoir sur l'ensemble du continent européen par un certain nombre, une oligarchie financière qui est en train de prendre le pouvoir. Et ça, c'est en train de se terminer. Ça va se terminer très mal. Regardez ce qui se passe au Portugal, comme on l'a vu dans votre exposé. Monsieur Mario Draghi, le remplaçant de Monsieur Trichet à la Banque Centrale Européenne, était l'ancien vice-président de Goldman Sachs Europe. D'ailleurs, j'observe que le think tank... Ils ont tous les trois fait de grandes universités américaines. Oui, j'observe que le think tank Bruegel, dont M. Pisani-Ferry est ici présent, est financé par Goldman Sachs également, n'est-ce pas? Donc nous avons... Parce que M. Pisani-Ferry représente ici des intérêts. Moi, j'essaye de représenter les intérêts du peuple français, figurez-vous. Jean Voilà. Pisani-Ferry, vous répondez là. Oui, bien sûr. Nous avons des entreprises, des États qui nous financent, parmi eux Goldman Sachs. Contribution de Goldman Sachs représente à peu près 2% de notre budget. Oui, alors il faut dire les autres. Parmi les autres entreprises qui financent Bruegel, vous avez par exemple Ernst & Young, vous avez Microsoft, vous avez des entreprises américaines. Vous avez Renault, vous avez Oui, mais des entreprises. Vous avez des entreprises européennes, des entreprises internationales. L'indépendance, pour moi, ça se construit en ayant une diversité de gens qui vous financent. Je crois que si on dépend d'une seule source de financement, on n'est pas indépendant. J'ai à peu près 40 institutions qui me financent, dont à peu près la moitié d'États et des entreprises, des institutions, et c'est comme ça que j'ai construit mon indépendance. Ouais, les think tanks doivent tout de même se financer. Philippe Lenschener, qu'avez-vous pensé, vous, de ce sommet Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et Mario Monti? C'est compliqué cette histoire parce que au-delà de... Et vous avez ici sur votre plateau 2 personnes qui montrent les positions qui peuvent exister de manière assez claire sur ces marchés. Et au-delà du fait de savoir si ces positions sont justes de l'un ou de l'autre, vous avez les représentations et les images. Et ce qui est compliqué, c'est que... Et c'est là, moi, ce qui me sidère, c'est que tous les gens qui sont dans le camp de M. Pisani-Ferry, si je vais très très rapidement et schématiquement, donne en représentation et en image que des arguments aux gens qui sont dans le camp de M. Asselineau. Et c'est chaque jour comme ça, et c'est pour moi incroyable et inimaginable. On va prendre un petit exemple très très simple. Choc des images, donc. Voilà. Mais oui, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'aujourd'hui, vous aviez un euro qui était censé nous protéger. Et très sincèrement, pendant 10 ans, il nous a protégés parce que vous avez un pays comme la Grèce qui a emprunté au même taux que l'Allemagne, hein, schématiquement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, il se passe une chose qui, en termes de représentation, est terrible. Écoutez-moi bien, parce qu'il n'y a qu'un seul concept à retenir. Les pays sont devenus des monnaies.
les pays sont devenus des monnaies. C'est la seule chose qu'il faut retenir. C'est-à-dire que, et la nomination de M. Monti, la nomination de notre ami grec, n'y a rien changé. C'est-à-dire que les marchés ont réinventé des monnaies nationales. Pourquoi? Parce qu'ils traitent chacun selon ses forces et selon ses faiblesses présumées et vues par eux. Et donc vous avez par exemple une Italie dont on nous dit qu'elle est moins bien gérée que la Grande-Bretagne, qui emprunte néanmoins 2 fois plus cher que la Grande-Bretagne, et vous avez à l'intérieur de la même monnaie des gens qui, par exemple, pour la petite histoire, ont un statut de pays du tiers-monde parce qu'ils sont obligés, comme la France, d'emprunter dans des monnaies étrangères, et vous avez des gens qui empruntent à 7 quand d'autres vont emprunter à 4. Ce qui veut dire que le principe même philosophique d'une monnaie, c'est quoi? C'est la solidarité. Parce que revenons un petit peu au niveau de la France. La France, vous aviez l'Ardèche et la Corse, mais comme sous le franc, on aidait l'Ardèche et la Corse. Donc, c'est la même chose, l'Europe. L'Europe, c'est que vous avez notre Ardèche et notre Corse à nous, qui peuvent être d'autres pays. Qu'est-ce qui se passe? L'Europe de l'euro. Oui, l'Europe de l'euro. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en France, on avait le creuset républicain et on avait donc une structure idéologique lourde qui, au nom de l'unité républicaine une et indivisible, faisait qu'on allait aider les autres. Comme l'Europe, vous n'avez pas de parti pris idéologique qui justifie, vous avez donc ce que Mme Merkel peut dire qui est « pourquoi allons-nous encore faire plus d'efforts et dépenser, etc. » Vous auriez vu des gens en France dire « pourquoi est-ce qu'on va continuer à aider l'Ardèche et la Corse ?» Alors justement, c'est toute la problématique de l'euro, Jean Pisani-Ferry, vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, parlant à la fois du contexte conflictuel dans lequel il est né, et puis finalement qui nous a protégés plus ou moins, mais vous dites tout de même que la tentative du démontage aujourd'hui serait très coûteux pour les ménages et pour les entreprises et provoquerait même un chaos financier. Donc il faut finalement se satisfaire peut-être de cette monnaie qui nous... Non, je ne crois pas qu'il faut s'en satisfaire. Je crois qu'il faut considérer qu'elle est inachevée, que la construction est inachevée, qu'elle est incomplète. Mais je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur la solidarité. Je crois que c'est juste. L'euro, la monnaie en tant que telle, ne crée pas un sentiment d'appartenance, de solidarité. Alors il y a de la solidarité en Europe à un niveau qui est pas du tout au même degré qu'à l'intérieur d'un pays. Hein, et qui a fonctionné dans le cadre de la Grèce. Il faut rappeler quand même qu'on transfère chaque année, je crois, des montants substantiels au titre de l'aide pour les régions grecques. On fait la même chose pour le Portugal. On a eu tout ce débat pour savoir si on allait aider ou pas les pays en crise. Finalement, on a décidé de les aider. On a même fini par réduire les taux d'intérêt qui étaient beaucoup trop élevés sur l'aide qu'on leur apportait. Renégocier Donc les dettes. Il y a des éléments, et on parle de cette affaire d'euro-obligation qui serait la manifestation d'une solidarité sur les dettes. Donc, dans la douleur, dans le conflit, se construisent des formes de solidarité. Toute la question, c'est de savoir jusqu'où on est prêt à aller. Mais effectivement, on part d'une situation qui n'a rien à voir avec la situation entre des États séparés, qui n'ont aucune solidarité entre eux, et rien à voir non plus avec la situation à l'intérieur d'une nation. Une situation nouvelle, mais si l'euro craquait, ça serait pour vous plus coûteux que si ça n'était pas le cas. Il faut essayer de sauver l'euro à tout prix. Je crois qu'il faut essayer de sauver l'euro parce que on a chacun d'entre nous, chaque pays a des créances sur des autres pays de la zone euro, a des dettes. Et aujourd'hui tout ça est libellé en euros, si l'euro devait craquer, une partie passerait dans une monnaie, une partie passerait dans une autre. Alors non seulement les États, mais les entreprises, les banques bien sûr, se retrouveraient avec des bilans qui aujourd'hui sont équilibrés, qui tout à coup se trouveraient déséquilibrés parce qu'une partie est passée dans une monnaie, une partie est passée dans une autre, et les valeurs ont complètement changé. Et donc ça provoquerait, je pense, une chaîne de faillite, ça provoquerait un chaos financier. Et je pense qu'il faut vraiment essayer d'éviter ça. François Asselineau, évidemment, vous n'êtes pas d'accord avec cette Oui. thèse. Pour vous, il faudrait sortir de l'euro et de l'Europe. Mais c'est pas qu'il faudrait, c'est que de toute façon, ça va arriver. Ce n'est pas moi d'ailleurs qui le dis, moi je le dis depuis 4 ans et demi, je le dis même depuis 12 ans en réalité, dans les allées du pouvoir. Mais c'est M. Olivier Sarkozy, le demi-frère du président de la République, Donc, qui s'exprimait sur CNBC. Voilà, qui s'est exprimé sur CNBC, qui a dit que la zone euro aura explosé sous 3 mois. Donc ça veut dire qu'il faut être raisonnable. Est-ce que d'ailleurs vos auditeurs comprennent ce qui se passe ? Je pense que plus personne ne comprend ce qui se passe. Parce qu'en réalité, il y a toute une série d'aides financières, de créations monétaires qui sont cachées sous le tapis pour des centaines de milliards d'euros actuellement. Vous parlez de quoi exactement ? Je parle par exemple du système qui s'appelle le SMP. Vous savez que le système européen de banque centrale rachète des obligations pourries pour éviter, par exemple, que les bons du trésor italiens ou grecs, etc., ne s'effondrent. Donc actuellement, nous avons en gros 200 milliards d'euros qui ont été rachetés
par le système européen de banque centrale, c'est-à-dire notamment par la Banque de France. Et on sait que sur ces 200 milliards d'euros, il y a en gros déjà 15% de dettes, ça a été racheté au cours du marché. On sait qu'il y a à peu près 15% qui ont été perdus. Ça veut donc dire que depuis l'été, ces rachats ont provoqué la perte de 30 milliards d'euros. Et pour vous, la solution, tout de même, non, attendez, excusez-moi, d'en sortir. j'insiste, parce que ce sont des sujets un petit peu techniques, mais ils ont une conséquence très concrète sur la France. Parce que ça veut dire que la France, on a déjà perdu 6 milliards d'euros pour avoir racheté ses obligations. Et quand vous avez 6 milliards d'euros, qui est-ce qui va les payer, à votre avis ? Quand il va falloir venir au secours de la Banque de France, qui va les payer? Après, vous avez M. Fillon qui vient expliquer aux Français qu'il va falloir faire un tour de vis supplémentaire. Et c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il va falloir chercher 6 milliards d'euros? D'accord. Donc de toute façon, pour vous, l'euro, la zone euro va craquer. Elle va craquer pour une raison très simple aussi. Il faut qu'on termine cette première partie. Je vous interromps, pardonnez-moi. On se retrouve après les infos et on parlera dans la deuxième partie de la gouvernance, justement. Comment sauver cette zone euro si on le peut toujours? Restez avec nous et très bon journal. Retour sur le plateau de la semaine de l'écho en compagnie de Jean Pisani-Ferry, directeur de l'Institut Bruegel et auteur du Réveil des démons chez Fayard, François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine et Philippe Lenschener, président de l'agence McCann France. Lors du sommet de jeudi dernier, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et Mario Monti ont affirmé qu'ils allaient modifier les traités européens. Alors la zone euro doit-elle évoluer ou craquer? On écoute le président de la République française. Nous avons indiqué au président Monti que la France et l'Allemagne, dans les jours qui viennent, feraient des propositions de modification, des propositions communes de modification des traités pour améliorer la gouvernance de la zone euro et pour qu'il y ait plus d'intégration et de convergence des politiques économiques. Jean Pisani-Ferry, alors, plus de gouvernance, mais j'aimerais d'abord qu'on revienne sur cette question de la Banque Centrale Européenne, une question d'ailleurs qui a été adressée à Nicolas Sarkozy, auquel il n'a pas véritablement répondu. C'est le grand désaccord, finalement, entre les Allemands et les autres, on va dire, de faire de cette Banque Centrale Européenne une banque comme la Réserve fédérale américaine, c'est-à-dire qui puisse acheter de manière illimitée de la dette souveraine. Est-ce que pour vous, c'est effectivement une solution que la Banque Centrale Européenne se transforme et devienne une véritable banque centrale dont la puissance de feu est beaucoup plus importante? C'est une véritable banque centrale. Elle a une puissance de feu qui est égale à celle des autres. Mais simplement, il y a deux choses. D'une part, dans son mandat, il n'y a pas la stabilité financière. Donc, elle n'a pas mission en fait, de s'occuper directement de ce qui se passe sur les marchés des titres d'État. Et d'autre part, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, quand la Banque centrale rachète des titres de l'État fédéral américain, en fait, elle a derrière elle comme actionnaire l'État fédéral américain. Là, la Banque centrale a des actionnaires qui sont multiples. Et donc, des interventions posent, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait M. Asselineau tout à l'heure, ça pose des problèmes de savoir s'il y a des pertes, qui va subir ces pertes. Et donc ça crée une difficulté plus grande pour la BCE. Personne ne veut les subir, enfin. Personne ne veut évidemment les subir, mais bon, en même temps, il peut y avoir des situations dans lesquelles il vaut mieux subir quelques pertes aujourd'hui plutôt que de subir des conséquences beaucoup plus sérieuses. Et puis, il peut y avoir des situations dans lesquelles le fait même d'intervenir va limiter les pertes, voire va faire qu'il n'y aura pas de pertes. Donc il faut qu'une banque centrale soit manœuvrante. Et je souhaite que la Banque Centrale Européenne soit plus manœuvrante de ce point de vue-là, tout en reconnaissant qu'elle a, qu'elle se rapproche, disons qu'elle se libère de ses préjugés doctrinaux, mais je pense qu'il faut prendre en compte aussi le fait qu'elle ne sera jamais exactement dans la même situation que la Banque Centrale Américaine, pour la raison qu'elle a ses actionnaires multiples. Et pourquoi les Allemands sont-ils si opposés à cette idée? Est-ce que c'est véritablement le traumatisme des années 20, de la superinflation? C'est le traumatisme des années 20, c'est-à-dire c'est la connexion qu'ils font, leur traumatisme historique, c'est la connexion entre un gouvernement qui est insolvable et une banque centrale qui fait les fins de mois. Mais on ne parle pas exactement de ça en Europe. C'est-à-dire que si on me disait la Banque centrale doit faire les fins de mois de la Grèce, je dirais ce n'est pas une solution. Si on me dit la Banque centrale par rapport à des États qui sont solvables, mais que les marchés poussent vers l'insolvabilité en faisant augmenter les taux d'intérêt, peut limiter cette hausse des taux.
donc peut empêcher qu'on crée des situations artificiellement d'insolvabilité, à ce moment-là, je dirais oui, c'est souhaitable que la Banque centrale intervienne. Philippe Lenchener, vous, est-ce que vous pensez qu'il faut plus d'intégration européenne et que finalement ils vont peut-être arriver à un accord le 9 décembre? Et de quelle manière? Parce qu'on a l'impression qu'on s'oriente vers une Europe plutôt punitive, qui est celle d'Angela Merkel, qui est de dire on rajoute des sanctions, on les rend automatiques, avec une possibilité de saisir la Cour de justice européenne. Est-ce que c'est cette Europe-là? À nouveau, ce qui est véhiculé, c'est un traité de Versailles à l'envers. C'est-à-dire que ce qui est véhiculé, c'est des jugements extrêmement durs sur des peuples qui seraient de mauvais citoyens européens. Et ça veut dire qu'en termes de réveil démocratique ou de réveil totalitaire plus tard, on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de semer. On est en train de semer des bombes à retardement extraordinaires. Le vrai débat qui n'a pas lieu, et je souhaite qu'il ait lieu parce que je me rends bien compte que sociologiquement et politiquement et philosophiquement, ça rend impossible tous les débats. Il faut reconnaître que historiquement, les gens qui avaient un certain type de position, au moment de Lisbonne, au moment de Maastricht, au moment de la Convention, au moment de la monnaie unique, ces gens-là ont gagné historiquement. Parce que sur 100% des points qui étaient les leurs, ils ont eu raison. Et le fait qu'aujourd'hui, alors on va dire pour aller vite, les nonistes et les oui-istes. Aujourd'hui, ceux qui sont aux mains et qui sont aux manettes sont ceux qui ont toujours dit oui. D'ailleurs, une grande majorité de la population française souhaite rester dans la zone euro. Au moment de la on ne l'aura jamais demandé. Au moment de la Convention, au moment du vote, ils ont voté oui. Et aujourd'hui, il faudrait qu'ils appliquent 100% des décisions du non. Et idéologiquement, tant qu'ils ne font pas un Bad Godesberg, ce moment connu par lequel le parti socialiste allemand avait abandonné toute référence au communisme et au marxisme et ainsi avait pu se révéler social-démocrate. Une petite révolution. Voilà, tant que les gens comme M. Pisani-Ferry ne reconnaîtront pas la victoire historique sur tous les points de ce camp, vous ne pourrez pas avancer. Parce que regardez, ce que vient de nous dire M. Pisani-Ferry est formidable, c'est il faudrait un peu plus de... Non, il y a des débats tout simples. C'est que tant qu'on ne crée pas des eurobonds et tant qu'on ne peut pas racheter des obligations d'État, etc., les eurobonds, les Allemands n'en veulent pas. Alors, est-ce qu'un jour, ils sont convaincus? Vous offrez à l'Italie, vous offrez au marché un boulevard pour attaquer l'Italie tous les jours. Voilà. Ensuite, vous expliquez, et ce sera la fin de mon intervention, on explique que la Banque Centrale Européenne est, si elle le veut, toute puissante, parce qu'elle pourrait racheter pas, etc. Mais tant qu'on dit ces choses-là et qu'on ne rappelle pas que non, elle ne peut pas décider d'un euro politique que l'on monterait ou que l'on descendrait selon comme les Américains montent ou descendent le dollar. Donc, à nouveau, il faut revenir au cadre idéologique de ce sujet. Autrement, vous n'aurez que des discussions de spécialistes qui seront tous très compétents, mais vous aurez à chaque fois cette gueule de bois après tout débat et après tout sommet, c'est pourquoi ça n'avance pas. Alors, François Asselineau. Alors, Stéphanie, vous avez posé la bonne question, c'est pourquoi les Allemands ne veulent pas. Parce que ça, c'est quelque chose qui me fascine, c'est que... les euro-obligations. Voilà, à la télévision, dans les médias... La Banque Centrale Européenne. Voilà, on présente quand même Madame Merkel comme finalement une mauvaise coucheuse. Il faut quand même comprendre ce qui se passe. Imaginez que vous viviez dans un immeuble, vous habitez au 2e étage, et puis on vous explique un jour, tiens, le voisin du 5e n'arrive pas à payer ses dettes, il va falloir que vous payiez à sa place. Bon, alors comme les dettes sont petites, on accepte, c'est la Grèce. Et puis après, c'est le voisin du 3e qui, lui, a des dettes monstrueuses, qui n'arrive pas à payer, puis on vient encore vous trouver pour payer. Est-ce qu'il ne faut pas payer un petit peu aujourd'hui pour ne pas payer une facture encore plus salée? Non, ça veut dire que les Allemands, c'est très grave ce que je vais dire, hein, ça veut dire que les Allemands, ils sont en train de comprendre que tout est en train de leur retomber dessus. Et que les Allemands ne sont pas à l'abri de la crise obligataire, vous avez vu, puisque hier, il y a quelques jours, il a même été difficile pour eux ils seraient les premiers à pâtir d'un retrait de l'euro. Mais non, pas du tout. C'est eux qui vont sortir de l'euro très probablement les premiers. D'ailleurs, d'après les rumeurs insistantes qui circulent, ils ont déjà fait réimprimer des marques chez l'entreprise Larue au Royaume-Uni. Donc, comment dirais-je, le maillon faible de l'euro, ça n'est pas la Grèce. Le maillon faible, c'est l'Allemagne. L'Allemagne pourrait s'en sortir, Jean Pisani, dans la zone euro, en sortant de la zone euro. L'Allemagne a 6 000 milliards de créances sur le reste du monde. Elle doit probablement en avoir à peu près 4 000, on n'a pas les chiffres sur la zone euro. Si ces créances étaient converties dans des monnaies faibles,
ce serait une perte gigantesque pour l'Allemagne, sans compter que l'Allemagne est exportatrice. L'Allemagne est exportatrice massivement, et donc ce serait la monnaie qui s'apprécierait. L'Allemagne perdrait énormément. Donc l'intérêt de l'Allemagne, elle l'a très bien compris, c'est de rester dans la zone euro. C'est totalement inexact. Excusez-moi, mais c'est totalement inexact. L'Allemagne est exportatrice, oui, par exemple, à la Grèce, mais quand elle vend, par exemple, des Mercedes à la Grèce, ça se retrouve des euros créants sur la Banque centrale de Grèce. L'Allemagne est exportatrice dans le monde entier, elle n'est pas exportatrice en Grèce. C'est un marché ridicule pour l'Allemagne. Mais très particulièrement vers la zone euro. Et donc la conséquence de tout ceci, c'est que le bilan de la Bundesbank est en train de se grever à l'actif de créances sur les banques centrales de Grèce, d'Italie, d'Espagne, de Portugal. C'est pour ça que justement c'est un autre élément pour lequel les Allemands ne veulent pas. Ça s'appelle la migration des comptes, Monsieur Pisani-Ferry. C'est ce qu'on appelle le système Target. C'est le système Target. Eh bien, ce système Target, il y a 750 milliards d'euros actuellement de comptes courants qui sont allés se réfugier pour 500 milliards d'euros à la Bundesbank, 120 milliards au Luxembourg, 130 milliards aux Pays-Bas, de gens, de détenteurs de comptes courants en Grèce, en Italie et aussi en France qui prennent peur parce que, je le répète, nous n'avons pas une monnaie unique, nous avons une monnaie commune. Les Allemands appellent ça die gemeinsame Währung et non pas die einheitliche Währung. Ça veut donc dire que cette monnaie, ce sont dans chaque pays une créance sur les banques centrales nationales. Ça, c'est un des grands secrets qui fait qu'actuellement, la solidarité, d'ailleurs ce sont les Allemands qui l'avaient voulu au moment du traité de Maastricht, là, ils ont voulu quelque chose qui soit facilement réversible. Et je vous prends le pari... Ce n'est pas facilement réversible. C'est facilement réversible. Et je crois que tout le monde a voulu que ce ne soit pas facilement réversible parce qu'on a voulu créer quelque chose qui avait de la solidité, de la crédibilité. Est-ce que l'Allemagne, tout de même, dans ce choix effectivement tout de même européen que fait pour le moment, en tout cas Angela Merkel, avec ses contraintes, enfin elle a tout de même a priori choisi l'euro, est-ce qu'elle choisit une euro à partir du moment où il y a un certain nombre de contraintes de mise en place, c'est-à-dire une sorte d'Europe effectivement punitive, dans lequel il faudrait renforcer les sanctions, et est-ce que finalement, si on avançait dans cette direction-là, les Allemands seraient peut-être prêts à lâcher du lest sur le statut de la Banque centrale européenne? Pendant tout un temps, s'est refusée à prendre le leadership. Elle ne voulait pas de cette crise, ça la gênait du point de vue politique intérieur, et puis il y a eu un virage, et Mme Merkel s'est dit, cette crise est là, il faut que je prenne le leadership, et elle l'a pris. Et elle est en train de pousser un programme qui est un programme consistant à rester dans l'euro, mais à réformer la zone euro. Ce programme, il consiste en quoi? À ce qu'elle appelle l'union fiscale, l'union budgétaire, c'est-à-dire à resserrer les liens, et y compris d'abord les disciplines. Ça ne signifie pas un budget commun. Mais elle dit derrière, si on avance dans la voie politique, elle n'exclut pas du tout la création d'eurobonds, même si elle dit tous les jours que c'est prématuré, qu'il ne faut pas... Mais en réalité, l'Allemagne ne l'exclut pas. Et donc là, toute la question, c'est est-ce qu'on peut arriver à un accord, à une espèce de deal dans lequel, d'un côté, il y a plus de solidarité à travers la garantie mutuelle des dettes, mais de l'autre côté, évidemment, ça ne se conçoit pas sans non pas des contraintes ou des sanctions, mais sans un contrôle du fait du montant des dettes que vous émettez avec la garantie commune. Donc on avancerait d'abord sur les sanctions et ensuite peut-être... Je pense qu'il faut avancer sur les deux pieds. Et donc je pense qu'aujourd'hui, l'Allemagne, évidemment, ne propose pas les eurobonds parce qu'elle dit « renforçons la discipline ». Et je pense qu'elle est prête à accepter qu'à un moment, la contrepartie, c'est plus de solidarité. Et ça répondra à ce que vous disiez. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a un problème, c'est que quand vous entendez Angela Merkel qui dit regardez, le Japon possède sa dette, mais le Japon est à 200%. Donc en fait, la peur derrière, c'est que le fait de pouvoir racheter des dettes et de pouvoir mutualiser les dettes soit en fait un départ de laxisme. Oui, absolument. Bien sûr. Donc, donc comme souvent avec l'Allemagne, les problèmes sont souvent philosophiques et mentaux. Mais écoutez, moi je voudrais la défendre encore une fois les Allemands. Pour reprendre ma métaphore de tout à l'heure avec l'immeuble, eh bien, madame, c'est comme si vous êtes donc ce voisin du deuxième auquel on demande de payer les dettes de tout le monde. Il y a un moment à partir duquel vous dites stop. Et vous dites, bon, très bien, je veux bien continuer à payer, mais à condition que ce soit moi qui gère le budget des autres pays, des autres propriétaires. Est-ce que vous êtes favorable aux eurobonds, François Mais non, je ne suis pas favorable aux eurobonds, parce que vous savez que ça va nous coûter aussi beaucoup d'argent. Parce qu'il y a quelque chose quand même qu'il faudrait que les Français dont il faudrait que les Français prennent conscience. C'est que nos dirigeants à nous prennent des engagements financiers considérables.
J'ai parlé tout à l'heure des 6 milliards d'euros de pertes que nous avons déjà engagés. Il y a un truc qui est très secret qui s'appelle les ELA. Hein, Vous connaissez les choses secrètes, vous? Écoutez, demandez aux spécialistes. C'est peu secret. Les ELA, vous savez ce que c'est. Actuellement, la France a à peu près 12 milliards de pertes potentielles pour sauver Dexia. Voilà. Et ça, personne n'en parle dans les médias. Oh, si, on en parlait de Dexia. Non, mais attendez. C'est une faillite et qu'effectivement, il y a 12 milliards de très grosses erreurs. Attendez, quand vous connaissez, vous êtes journaliste, vous savez quel est, vous savez, national, ça, nous avons, non, mais attendez, vous savez, c'est pas l'Union européenne, ni la zone euro. Mais pour résumer, vous, en fait, votre solution, c'est tout de même cette sortie de la zone euro et de l'Union monétaire, donc un repli national. Mais ça n'est pas un repli national. Écoutez, de toute façon, pour prendre un petit peu de hauteur de vue historique, toutes les monnaies plurinationales de l'histoire, depuis le sesterce de l'Empire romain, ont toujours explosé. Le rouble soviétique, la couronne tchécoslovaque... C'est pour ça que l'euro doit être une aventure inédite. Voilà. Donc, si vous voulez, 2000 ans d'histoire montrent que ça a toujours explosé. Et pourquoi ça a toujours explosé? Parce qu'une monnaie, c'est un peuple et une nation, c'est une solidarité réellement ressentie. Alors le problème, c'est que vous aurez beau dire, vous aurez beau faire, les Allemands ne se sentent pas solidaires des Grecs. Et ça ne concerne pas la France. Hein. Même la France, si elle voulait être solidaire de tout le monde, les Allemands ne se sentent pas solidaires des Portugais ni des Espagnols. La France souhaitait que les pays du Sud rentrent dans la zone euro. Hein. Oui, non, mais la question, elle est là. La question de la façon la plus synthétique de résumer le problème, elle est là. Bon, alors on passe aux États-Unis très vite parce que on arrive à la fin. Les États-Unis, évidemment, connaissent aussi une situation de la dette catastrophique. Ils sont près à 100%, près de 100% de PIB de dette. Et puis, cette fameuse commission moitié républicaine, moitié démocrate devait trouver un accord et trouver 1 200 milliards d'économies en début de semaine. Ça n'est pas le cas. Ils n'ont pas trouvé cela. Est-ce que ça vous a surpris, Jean Pisani-Ferry? Est-ce que finalement, ça va être un peu une catastrophe pour les États-Unis au final? Ça ne m'a pas surpris parce qu'ils ne sont d'accord sur rien. En Europe, on peut avoir des désaccords, mais personne ne dit qu'on va réussir à réduire le déficit en baissant massivement les impôts. Or, c'est ça la situation aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a un camp qui dit je ne veux pas toucher un certain nombre de dépenses, et l'autre qui dit il est hors de question d'augmenter le moindre impôt, et au contraire, il faut les baisser. Et donc ça, c'est le même théâtre se reproduit. Donc ça veut dire qu'à partir de 2013, il va y avoir des coupes drastiques dans le budget de la défense et le budget de la santé, en fait. Il va y avoir un mécanisme automatique de mise en place. Eux, ils ont le mécanisme automatique aussi. Voilà, ils ont le mécanisme automatique. Oui, enfin, automatique, mais le Congrès peut toujours... oui. Donc là pour le moment, ils ont... Donc là, ils gagnent du temps jusqu'aux élections et ensuite, ces baisses de dépenses automatiques pourraient avoir lieu. Absolument. Et donc, bon, si après les élections on a un camp qui domine, à ce moment-là, on aura une expérience, une solution dans un sens ou dans l'autre. Sinon, on va rester dans cette division qui paralyse absolument et dont la solution est le déficit. Une conclusion, Philippe Letchener, et on termine. C'est le mouvement des indignés avec un site web que j'engage tout le monde à aller voir qui s'appelle weare99%.com, nous sommes les 99%.com, avec quel échec terrible d'Obama, puisque au moment de l'élection d'Obama, tout le monde pensait qu'il y aurait quelque chose, un engouement extraordinaire. Ces gens disent, bon ben voilà, maintenant il y a de plus en plus de pauvres, il y a de plus en plus de riches, un Américain sur 6 est sous le seuil de pauvreté, donc ils ont manifesté parce qu'ils se sentent trahis, pas reconnu, et quand on ne se sent pas reconnu, on veut que l'on puisse être vu et on veut se faire voir. Très vite. Moi, je rappellerai simplement que le mouvement des indignés étant soutenu par M. George Soros ou par M. Warren Buffett, ça me fait rigoler. Moi, je conseillerais... ils peuvent tout de même avoir quelques intentions nobles, malgré tout. Non, c'est important ce que je dis. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils proposent, les indignés? Concrètement, ils ne proposent rien. Moi, si vous me le permettez, je conseille... Warren Buffett, il propose un impôt sur l'héritage. On peut être milliardaire et avoir quelques opinions. Non, mais justement, il y a un moment à partir duquel il faut que l'indignation se concrétise dans un mouvement politique, n'est-ce pas? C'est autre chose, parce que là, effectivement, on est dans un mouvement très particulier et d'ailleurs inédit. C'est une irruption populaire. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir participé. Enfin, ce qui est sûr, ce ne sont pas les États-Unis qui vont aider l'Europe. C'est un peu la conclusion de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle semaine de l'écho. Restez avec nous sur France 24.